Salut! On se retrouve dans une vidéo un peu plus théorique cette fois, un peu mieux cadrée je l'espère, dans laquelle j'ai choisi de parler d'un auteur et d'une autrice qui font partie de mon paysage littéraire et philosophique depuis un certain nombre d'années. Il s'agit de Simone de Beauvoir et de Jean-Paul Sartre. J'ai choisi d'évoquer le thème de l'amour dans les pensées et les écrits, la vie de Simone de Beauvoir et de Jean-Paul Sartre. D'abord parce que j'ai travaillé dessus sur mon mémoire, comme je l'ai dit précédemment. D'ailleurs, ça pourrait peut-être devenir une espèce de petite série, l'amour chez différents auteurs. Je sais pas si ça pourrait vous intéresser, dites-moi. Ensuite, parce que Sartre et Beauvoir incarnent, ou du moins ont incarné, une certaine manière de repenser, de réinventer le couple et l'amour au XXe siècle. Alors, c'est pas spécifiquement sur cet aspect-là, c'est-à-dire l'aspect biographique à proprement parler, que je voudrais m'étendre, on va dire. Ce que je voudrais faire dans cette vidéo, ce serait éclairer la critique que Sartre adresse à l'amour au prisme, on va dire, des analyses de Simone de Beauvoir concernant la condition féminine qui, à mon sens, peuvent fonder une certaine critique de l'amour. Parce qu'il est certain qu'il y a un rapport de force inhérent, intrinsèque à l'amour, qu'il faut questionner. Et il me semble que ça peut être une bonne manière de le faire ainsi. Et nous pourrons voir qu'il y a peut-être une place pour l'amour réinventé, malgré ses critiques, malgré les obstacles qu'il rencontre. Donc je souhaite parler de l'amour amoureux, plus spécifiquement, parce que sinon c'est un très vaste sujet, mais sachez que la critique que Sartre adresse à l'amour, ça porte sur à peu près toutes les formes d'amour. Ensuite, j'ai dit que je n'allais pas parler spécifiquement de la figure de Sartre et de Beauvoir comme couple d'intellectuels libres qui ont réinventé la manière de penser et de vivre les relations amoureuses au XXe siècle. Toutefois, pour cette discussion, que je voudrais vraiment être une discussion qui pourrait engager un débat, des réflexions, pour mener cette discussion, je m'appuierai sur des sources théoriques de Beauvoir comme de Sartre, des sources fictionnelles de Beauvoir comme de Sartre, mais aussi un petit peu sur leur vie, parce que ces trois dimensions sont extrêmement liées quand on en vient à parler de l'amour. Il est difficile de maintenir l'idée d'un intellectuel qui écrit sur l'amour sans le vivre ou sans y être confronté, parce que ne pas vivre l'amour ou refuser de le vivre, c'est aussi une manière de vivre l'amour. Donc voilà le programme pour cette vidéo. Parler de l'amour chez Beauvoir, chez Sartre, peut-être le remettre en question, peut-être apporter une solution au problème de l'amour, voir comment eux, ils ont essayé d'apporter une solution. Et voilà, c'est parti! Pour commencer, qu'est-ce que Sartre reproche à l'amour? On va d'abord adresser la critique sartrienne de l'amour pour voir ensuite comment elle peut être légitimée et en quoi elle repose aussi sur une forme de mauvaise foi. Donc il faut contextualiser le discours que Sartre porte sur l'amour dans l'attitude générale de Sartre face au monde et de l'homme sartrien face au monde, c'est-à-dire de l'homme selon Sartre. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que Sartre est quand même quelqu'un qui crée l'homme à sa mesure, on va dire, qui crée l'homme comme lui il est. Et ça, il le nie pas du tout, c'est une critique qui lui a été beaucoup faite, il le nie pas. Et donc on peut vraiment parler d'un homme sartrien et de sa manière d'être au monde en quelque sorte. Et cette manière d'être au monde est avant tout pensée sur le mode de la menace, et la relation à autrui apparaît comme un catalyseur de cette menace. Donc, brièvement, enfin c'est très schématique, le rapport à autrui est vécu sur le mode de la menace, et la honte, qui est le sentiment d'avoir son être engagé dans quelqu'un d'autre, on va dire ça comme ça, par l'extérieur, donc d'être objectivé, en quelque sorte, et bien la honte devient le rapport structurel à autrui. Et ça, c'est particulièrement visible par le thème ou le motif du regard. C'est-à-dire que le regard, si vous prenez la littérature amoureuse, c'est vraiment un topos, enfin un lieu commun de la rencontre entre deux êtres. C'est leurs yeux se rencontrèrent dans l'éducation sentimentale de Flaubert. C'est vraiment ce paradigme-là, ce modèle-là de la rencontre amoureuse qui passe par le regard. Et Sartre va jusqu'à dire un regard ne peut se regarder. Alors bon, on peut le prendre sur un autre plan, mais vous voyez à quel point il tue toute possibilité d'amour en tuant la possibilité de regarder l'autre dans les yeux, puisque c'est là que soi-disant naît l'amour, selon toute une tradition littéraire.
D'ailleurs, il y a un ouvrage de critique littéraire qui s'appelle « Leurs yeux se rencontrèrent », qui est une étude de la scène de première vue dans le roman par Rousset. Donc très vite, la relation entre les êtres, entre moi et autrui, se pense sur le mode de la guerre. On peut parler d'une guerre des consciences, parce que Sartre place cette étude des relations à autrui et donc de l'amour, du désir, de tout ce qui s'ensuit, dans une étude générale de la conscience, on va dire. Déjà, on note l'impossibilité de toute communication entre les êtres. Bon, Sartre dit tout ça dans L'être et le néant, c'est-à-dire ce gros machin, et c'est conséquent. Et on voit que c'est très mal parti, très mal engagé, on va dire, pour l'amour. Quand il en vient à proprement parler au problème de l'amour, il l'attaque en deux temps, très simplement, très clairement. D'abord, l'amour, c'est vouloir s'approprier la liberté d'autrui, donc c'est injuste. Et ensuite, ce projet est voué à l'échec. L'amour est injuste, et en plus il échoue toujours. Donc l'amant est marqué d'une triple tare. Il est toujours insatisfait, dans une situation précaire, parce que, dit Sartre, il peut toujours se réveiller de l'envoûtement de l'amour, en quelque sorte. Et il est toujours honteux vis-à-vis d'autrui qui regarde sa situation de l'extérieur. Donc Sartre se place contre l'entreprise, le projet, pour reprendre ces termes, de l'amour, qui est un amour exclusif et qu'il réduit à la volonté de se faire aimer. Sartre le dit, pour lui, il lui apparaît que aimer est en fait le projet de se faire aimer. Donc il est certain que Sartre rétrécit l'amour, il l'empêche tout à fait d'être un mode de lien avec autrui, d'être une médiation, voire de donner du sens à l'existence ou de justifier l'existence. Il le condamne, on peut y noter une forme de mauvaise foi. Il y a quand même cette volonté de ne pas regarder l'amour dans tout ce qu'il est. D'ailleurs, il y a un texte qui s'intitule « À propos de Sartre et de l'amour », écrit par Suzanne Lillard, qui est une autrice du XXe siècle, qui est la première femme à avoir fait des études de droit, il me semble. Il y a un texte très intéressant sur cette mauvaise foi de Sartre vis-à-vis de l'amour, qui reconnaît tout de même qu'on ne peut plus, depuis ce plaidoyer de Sartre contre l'amour, le critiquer ou le valoriser de manière simpliste. Bon, ça c'est un peu abstrait, enfin c'est dans L'être et le néant, quoi. C'est très théorique. Pour autant, dans la vie de Sartre, on le sait, ça s'est matérialisé, ce rejet de l'amour exclusif, ce rejet de l'amour passionnel. Et dans ses œuvres de fiction, on remarque aussi que l'amour est toujours dévalorisé. Alors je prendrai qu'un exemple, je prendrai La nausée, qui est un roman de Jean-Paul Sartre dont vous avez sans doute entendu parler, qui est publié en 1938, dans lequel on suit Roquentin qui découvre la contingence de l'existence, c'est-à-dire le fait que tout pourrait ne pas être, en quelque sorte, qu'il n'y a rien qui nous justifie, qu'il n'y a rien qui justifie le fait que je sois là, que j'existe à cet endroit, à tel moment. Voilà. Donc c'est un livre qui est très intéressant, peut-être un peu difficile à lire, que moi j'avais beaucoup apprécié. Enfin, j'avais eu beaucoup de mal avec les 100 premières pages, on va dire, mais ensuite je l'avais dévoré, vous voyez, parce que c'est construit un peu comme un roman policier à suspense, où au final ce qu'on découvre c'est la contingence de l'existence. On tourne un peu, enfin on n'est pas sur les traces d'un criminel ou quoi que ce soit, mais c'est assez bien fait. Ce roman est vraiment un roman du célibataire, sur le mode de ce qui a pu apparaître au XIXe siècle avec Balzac notamment. On suit un homme seul, dont les relations tournent autour du couple stéréotypé de la madone et de la putain. C'est-à-dire qu'il y a la femme aimée qui a toutes les qualités. C'est Annie dans le roman, mais qui n'existe même pas en réalité. Enfin, elle est purement fantasmée par l'imagination de Roquentin, qui l'a perdue il y a des années. Il l'a perdue. Et il y a la patronne du bar, je crois qu'elle n'a même pas de nom, ce qui est assez significatif, avec qui il a des relations sexuelles. À aucun moment dans le roman, La nausée, l'amour n'est pensé comme... Vous avez vu l'investissement? À aucun moment dans le roman, l'amour n'est pensé comme une solution au problème de l'existence, on va dire, et comme une possibilité de justifier l'existence. L'amour apparaît comme une fausse solution, comme un envoûtement. Il n'apporte aucune joie, et il n'est pas du tout un moyen de communication. On garde cette impossibilité de la communication entre les êtres, c'est quelque chose de très solitaire, d'où l'idée du célibataire, vous voyez, qui incarne bien ça. Donc voilà pour ce qui est de la critique de Sartre qu'on retrouve dans ses textes théoriques, mais aussi dans ses romans. D'ailleurs, je vous conseille vraiment de lire La nausée. Ça, c'est une très belle édition. Enfin, c'est des éditions Folio, c'est mes éditions préférées, c'est hyper basique, mais voilà. Et pour l'illustrer, ils ont choisi cette belle gravure de Dürer qui représente la mélancolie.
Voilà. Maintenant, on peut passer à Simone de Beauvoir et à ce que l'amour fait à la femme. Simone de Beauvoir partage la critique que Sartre adresse à l'amour. On peut le voir dans leur vie, ils ont tous les deux choisi un pacte, ils ont créé un pacte, disant qu'ils seraient toujours leur amour nécessaire, mais qu'ils étaient en quelque sorte en union libre, ils pouvaient connaître des amours dites contingentes. Ce sont les termes que Simone de Beauvoir emploie dans ses mémoires. Donc c'est pour ça qu'à la guerre des consciences répondent des pactes d'amour. Pour parler des écrits théoriques de Simone de Beauvoir, donc là je me base essentiellement sur le deuxième sexe. Dans le deuxième sexe, elle parle plusieurs fois de l'amour. Il y a une critique de l'amoureuse qui prend place dans une espèce de compilation de portraits de femmes typiques, stéréotypées. Donc on a l'amoureuse. Et l'amoureuse est critiquée par Simone de Beauvoir parce qu'elle cherche à donner illusoirement une justification à son existence en se jetant dans l'amour. On est dans cette idée de la contingence de l'existence. Or, l'amoureuse pense qu'en se jetant dans l'amour, en quelque sorte, elle va réussir à justifier une existence qui ne peut jamais l'être. Mais Simone de Beauvoir va plus loin. Elle procède à une analyse structurelle de l'amour en montrant que la domination masculine s'est fondée et est légitimée sur et par l'amour. C'est-à-dire que les femmes ont été essentialisées, c'est-à-dire toujours définies comme une possibilité d'assouvissement du désir masculin. En fait, l'essentialisation de la femme, ce qui en fait le deuxième sexe, c'est avant tout une conception de l'amour. C'est-à-dire que la femme est l'objet d'amour, plus précairement l'objet de désir de l'homme, et qu'elle n'est que ça. Donc la domination masculine est fondée sur une conception de l'amour, sur cette conception de l'amour, et donc on se rend compte que l'amour implique toujours un rapport de force très violent envers les femmes. Et c'est pourquoi Simone de Beauvoir note que dans l'amour, l'homme reste toujours souverain, pour reprendre ses mots, alors que la femme, elle, est soumise, elle n'est plus qu'à son amour finalement, elle n'est plus que l'amoureuse quand elle est amoureuse, alors que l'homme peut être toujours bien d'autre chose. Bon, là je le résume encore très brièvement, mais c'est très intéressant, c'est bien développé dans le deuxième sexe, ce rôle de l'amour dans la domination, et ce que ça fait aux femmes. Pourquoi est-ce qu'en fait, dans l'amour, les hommes et les femmes ne sont pas égaux? Pourquoi est-ce qu'ils ne le vivent pas de la même manière? Donc il n'y a pas d'égalité dans cet amour, il n'y a pas de réciprocité, il n'y a pas de reconnaissance mutuelle. Et on en vient au terme qui est le plus employé pour décrire l'amoureuse et sa situation, l'amante et sa situation, c'est le terme de piège. La femme est piégée par l'amour. Donc à ce sujet, Simone de Beauvoir, dans ses œuvres de fiction, a beaucoup traité du thème de l'amour, et notamment dans un recueil de nouvelles qui s'appelle La femme rompue, dont la troisième nouvelle porte ce titre, qui donne son titre au recueil, et dans laquelle on suit Monique, qui écrit son journal intime, qui a en fait un destin de femme tout à fait commun et courant à l'époque. Elle a tout donné, elle a donné toute sa vie, on va dire, pour ses enfants et son mari. Elle se retrouve délaissée par ses enfants lorsqu'ils grandissent et qu'ils partent, et elle se rend compte que son mari la trompe. Par exemple, il y a donc ce thème de l'amour, de ce qu'il fait aux femmes, du piège qu'il représente, du rapport de force qu'il implique. Et bien tout cela, on peut le retrouver dans les œuvres de fiction de Simone de Beauvoir. Je vous conseille aussi, si vous en trouvez, de lire des biographies de femmes du XXe siècle. Je vous en dis pas trop parce que j'aimerais bien proposer une vidéo avec une amie qui a travaillé sur ce sujet bientôt sur cette chaîne, mais c'est quelque chose dont heureusement on a des traces dans la littérature, grâce à des femmes qui malheureusement ont vécu cet amour comme un piège du fait du rapport de force qu'il implique. Alors, avec ce constat assez pessimiste quant à l'amour et tous les problèmes qu'il entraîne, on peut se demander s'il est encore possible d'aimer. Ce qui est assez intéressant, c'est que Simone de Beauvoir, dans le deuxième sexe, laisse la place à la possibilité de l'amour. Elle pense un amour qui pourrait être affirmation de soi. Et elle va plus loin, encore une fois, puisqu'elle montre que la transformation de l'amour est le principal moyen de conversion de l'oppression. Certes, d'abord à un niveau individuel. Mais elle montre que cet enjeu de réinventer l'amour, qui est un enjeu très actuel, d'ailleurs c'est pas pour rien que je reprends le titre du livre de Mona Chollet, qui est paru en 2021 il me semble. Réinventer l'amour, c'est un enjeu très actuel, notamment dans les discussions féministes ces dernières années. Mais c'est aussi quelque chose qui était très important pour Simone de Beauvoir, à un autre niveau pour Jean-Paul Sartre, puisqu'ils ont tous les deux cherché une troisième voie, on va dire, entre le célibat et le couple normé de l'époque. Donc elle montre que réinventer l'amour, mais c'est même, ce n'est pas que réinventer le couple, c'est réinventer le sentiment amoureux, la manière dont on considère l'autre,
même si tout ça est tout à fait lié, eh bien, permettrait de dépasser les rôles figés qu'on assigne à l'homme et à la femme et aboutirait à une reconnaissance mutuelle qui est ce qui manque, en fait, dans l'amour oppresseur. Cette reconnaissance mutuelle, cette réciprocité qui permettrait aux femmes de s'affirmer par l'amour au lieu d'être réduites par l'amour. Et elle note que cette reconnaissance mutuelle, cet amour qui serait affirmation de soi, cette transformation des rôles figés, aboutirait à un amour à la fois charnel et fraternel. Et ça, c'est une caractéristique qu'on retrouve beaucoup dans les essais ou les littératures produites par des personnes issues de minorités. C'est à titre quelque chose qu'on retrouve chez James Baldwin également, qui dit d'ailleurs des choses très intéressantes sur l'amour. Cette idée de à la fois mêler le désir et la fraternité, l'affection, la tendresse, mais sans occulter ce désir-là. Voilà, c'est quelque chose que j'ai beaucoup retrouvé dans ces littératures-là, qui me semble très intéressant. Donc nous pouvons réinventer l'amour. D'ailleurs, l'amour ne disparaît pas, enfin ne disparaît jamais, et toujours, on tente toujours d'apporter une solution à ce problème-là. Et on peut voir dans les mémoires de Simone de Beauvoir, alors j'ai par exemple ici La force des choses, qui est le 3e tome de ses mémoires. Le premier tome, c'est les mémoires d'une jeune fille rangée, dont vous avez sans doute entendu parler, que je vous recommande, qui est absolument génial. Le 2e tome, c'est La force de l'âge. Donc là, c'est La force des choses, dans lequel elle parle de la relation qu'elle entretient avec, enfin, notamment, parce qu'elle parle de toute sa vie, il y a notamment ce passage sur la relation qu'elle va entretenir avec Nelson Algren, qui est un écrivain américain. Je crois d'ailleurs que les lettres de Simone de Beauvoir et Nelson Algren ont été publiées, on peut les lire, et on se rend compte de l'importance de l'amour, que tout cet enjeu de le réinventer, c'était pour le préserver en quelque sorte. Donc il ne disparaît jamais vraiment, et on voit à quel point cet amour avec Nelson Algren, auquel elle a dû mettre fin, dû à la distance et dû au pacte qu'elle avait avec Sartre, et bien à quel point cet amour a été libérateur pour elle. Donc voilà, je pense qu'il est temps de conclure. J'espère que cette conversation, cette conversation que je propose donnera lieu à certaines réflexions. En tout cas, je suis très curieuse d'entendre ce que vous en pensez. Je voudrais juste faire une petite conclusion, parce qu'on a bien vu que Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre ont essayé de réinventer l'amour au contact du problème de la passion. Enfin, ça, c'est vraiment primordial. C'est défaire l'homme de toute la jalousie, de toute la passion, de tout ce qu'il peut y avoir de négatif dans son comportement vis-à-vis de l'autre. Et ils ont réinventé le couple hors de la passion. Ça soulève quand même plusieurs problèmes, enfin plusieurs limites en tout cas, que je voudrais juste soumettre brièvement. D'abord, il y a le problème de l'injustice vis-à-vis des amours contingentes, c'est-à-dire de la 3e roue, de la personne qui est, que ce soit Nelson Algren ou d'autres personnes, qui subissent le pacte que Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre ont créé très tôt, qui peut renforcer finalement cette guerre des consciences. On a ce noyau dur, vous voyez, avec toutes les amours contingentes qui gravitent autour. Au-delà de l'injustice, c'est même dangereux. Je pose quand même cette information-là que Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre ont été dénoncés comme couple de prédateurs. Il y a d'ailleurs une autobiographie d'une des élèves de Simone de Beauvoir, il me semble que c'était son élève, qui est entré dans ce système des amours contingentes et qui apparemment a été violentée par Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. Donc ces mémoires s'appellent Mémoires d'une jeune fille dérangée, en réponse à celles de Simone de Beauvoir, enfin à ceux de Simone de Beauvoir. Et par ailleurs, sur un terrain moins biographique, on va dire, il y a aussi ce problème de la passion. Alors ça, je pourrais en faire une vidéo parce que c'est très intéressant, ce thème de la passion. Je ne sais pas si ça vous intéresserait. C'est quelque chose aussi de très actuel dans les discours, dans les débats féministes, avec d'un côté des personnes qui défendent la passion, qui la valorisent comme prise de risque, comme violence nécessaire aussi, et de l'autre, et j'ai l'impression que c'est le courant un peu plus dominant ces dernières années, c'est une dévalorisation de la passion, un rejet de la passion, justement par la violence et comme incarnation de ce qui ne va pas avec l'amour, le mode d'amour qu'on voudrait éliminer. Donc voilà, je pense que ça peut donner lieu aussi à une discussion très riche. Mais pour en revenir à Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, on peut se demander si l'amour sans la passion, c'est encore de l'amour. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça n'a pas été trop rébarbatif. C'est la première fois que je fais une vidéo un peu sur ce modèle-là, que j'ai quand même essayé d'essaimer certaines lectures pour ne pas rester juste dans le monde des idées, on va dire. Mais j'espère que ça vous aura plu. J'aimerais beaucoup
avoir vos retours à ce sujet. Il y a beaucoup de choses à dire. J'ai fait quelque chose d'assez schématique pour essayer de tout envisager, mais il me semblait que c'était intéressant cette discussion entre Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre à propos de l'amour, qui permet en fait de voir les limites de la pensée de l'un, de la pensée de l'autre, qui permet de voir les limites de leur mode de fonctionnement dans la vie. Et surtout, ils ont quand même écrit de très belles œuvres. La nausée, c'est incroyable. Les mémoires de Simone de Beauvoir, c'est génial. Ses œuvres fictionnelles, j'en ai moins lues, mais j'aimerais beaucoup le faire. Donc voilà, je vous dis à bientôt.